Bonjour à tous, bonjour Hicham. Salut Roland. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une nouvelle mise à jour pour le Z8, la version 3. Vous l'avez bien compris, dans la politique Nikon, aujourd'hui, on fait évoluer les produits. Ils ont une deuxième, une troisième vie. Plutôt que de les remplacer, on fait des mises à jour firmware. Ce sont donc des mises à jour qui rajoutent des fonctions. Alors, pour ceux qui ne sont pas initiés avec ces termes, c'est un petit peu le Windows, le système d'exploitation de l'appareil que l'on enrichit pour avoir des nouvelles fonctions. Et c'est ce que l'on se propose aujourd'hui de vous raconter avec Hicham. Alors, on s'est mis ce matin, on a un petit peu tout fouillé. On s'est rendu compte qu'il y a quand même 25 nouvelles fonctions. Alors, certains sont plus du confort d'utilisation, d'autres vont réellement jouer sur l'efficacité du produit ou directement votre productivité. Et c'est pour ça que ces 25 mises à jour, on les a un petit peu structurées, si je puis dire. Et je te propose de les expliquer dans ce sens-là. Puisqu'il y en a certaines qui vont toucher à la productivité de chacun d'entre vous. Vous allez vous rendre compte que vous allez produire des choses plus précises, plus pointues. D'autres fonctions qui vont jouer plutôt sur la qualité de la capture, la qualité du point. Des fonctions qui vont travailler sur le traitement du signal. Des fonctions qui vont travailler sur l'editing et le partage. Et là, on va retrouver pas mal de fonctions déjà vues également sur le Z9. Et puis tout un tas de fonctions également qui vont être sur la partie vidéo. On s'y colle ? Allez. Donc Hicham, parmi ces 25 nouvelles mises à jour, donc il y en a 5-6 qui vont toucher un petit peu sur la productivité. La première, c'est le Picture Control FlexiColor. Donc c'est justement un moyen de pouvoir ici régler des filtres personnalisés avec sa propre colorimétrie via NX Studio. Donc comment ça marche? C'est que grâce à NX Studio, qui est notre logiciel de retouche et de colorimétrie maison, qui est gratuit, on va pouvoir paramétrer un picture control, ce qu'on appelle chez nous un picture control, une recette d'image ou un filtre. Et on va pouvoir vraiment le paramétrer de façon très précise avec ce qu'on aime, ce qu'on veut comme rendu, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des contrastes, pouvoir paramétrer énormément de choses pour personnifier au maximum ce picture control. C'est vrai que là, les enjeux sont importants parce qu'on est tous un petit peu en recherche de style. Le style, c'est un petit peu la patte que l'on met à ces images. C'est ce qui va faire que votre photo sera différente du collègue alors que vous êtes côte à côte. Il y a ceux qui vont plutôt trouver leur style à travers des presets de Lightroom. Il y a ceux qui vont un petit peu travailler avec de l'IA. J'imagine les NeuraPix, j'imagine et tous ces logiciels qui travaillent en IA. Là, l'offre de Nikon, c'est directement, dès la prise de vue, d'appliquer ce style de photo qui est appliqué sur le JPEG. Ça va même avant la prise de vue, puisqu'on peut paramétrer ces profils colorimétriques directement dans NX Studio, avec le rendu qu'on souhaite, et ensuite directement les enregistrer sur sa carte mémoire, et ensuite dans le menu Picture Control. Ce qui fait qu'on va pouvoir sélectionner ce Picture Control-là, et ça marche autant en vidéo qu'en photo, et pouvoir l'adapter à toutes les situations. Et ce qui est très agréable de le faire dès la prise de vue, c'est que justement, on pourra ensuite les associer à la prise de vue, à des corrections d'exposition par exemple, ou à des changements de balance des blancs. Dans Picture Control, premier. Après, sur les appareils photo classiques, on a toujours des fonctions de bracketing. Rappelle-moi, le bracketing, c'est... Bracketing, ça va vous permettre de changer l'exposition en fait, pour avoir toujours l'exposition optimale. Lorsque vous avez une photo où il y a différentes expositions, on peut avoir des faces très sombres, des faces très claires, très lumineuses. Là, avec ce bracketing, vous allez pouvoir optimiser, avoir la meilleure exposition, quel que soit l'endroit de l'image. Voilà, bracketing, on avait. On avait également du Pixel Shift. Pixel Shift, c'est... Pixel Shift, qui va vous permettre en fait d'avoir des images jusqu'à 4 fois plus résolues. Donc si on a un capteur avec le Z8 qui est à 45 millions de pixels, en utilisant le Pixel Shift, vous allez décaler le capteur et ça va vous produire une image qui fera jusqu'à 180 millions de pixels avec ce Z8. Alors ça, c'est pas nouveau. Non. Ok. On a également une troisième qui est pas nouvelle, qui est le stacking. Focus stacking, c'est... Le focus stacking, c'est pas... Alors là, pour le Pixel Shift, on parlait de décalage du capteur. Là, c'est un décalage de la mise au point. Donc, c'est particulièrement pratique pour la photo de bijoux, la photo de nature morte, la photo d'insectes aussi, la photo en studio, en packshot, puisque ça va vous permettre d'avoir une photo, votre sujet entièrement net, quelle que soit votre profondeur de champ réglée, quelle que soit votre ouverture de diaphragme réglée, et ça va vous offrir la netteté parfaite de l'ensemble de l'objet de part en part. Et là où tu vas en venir, j'imagine... Justement, oui, c'est la nouveauté, et c'est là la nouveauté de cette mise à jour firmware, c'est que jusqu'à présent, on les avait indépendantes. On peut les additionner. Vous allez voir que dans le menu de chacun d'eux, il y a une ligne option qui arrive. Et par exemple, le Pixel Shift, on peut lui rajouter du bracketing d'exposition.
On peut rajouter les deux, bracketing d'exposition, première option, enfin première ou deuxième. Et la deuxième option, c'est donc d'associer au focus stacking du pixel shift, du décalage de pixels. C'est ça. Donc là, la volonté, c'est réellement d'aller beaucoup plus loin dans la qualité des images, si je puis dire, puisque le fait de rajouter des expositions différentes et peut-être récupérer du détail dans les noirs, le fait d'avoir du décalage de pixels qui s'additionne à du focus stacking, clairement, on va monter sur de la qualité de fichier et puis enlever tout ce qui est phénomène un petit peu aléatoire, comme tout le ce qui est phénomène de comme moiré, etc. les franges colorées qu'on peut avoir autour. Donc la productivité, on est bien. On continue dans toutes ces évolutions. On a eu le plaisir de voir arriver également NXField. NXField, vous l'avez vu arriver sur le Z9, on a fait quelques tutos là-dessus. NXField, c'est une application iPad qui à la base nous permet tout simplement de piloter à distance des appareils photo. C'est ça. D'ailleurs, on est réglé ici sous NXField, donc ça va réagir ça va fonctionner comme une véritable régie vidéo. Donc on pourra paramétrer, on pourra régler ensemble jusqu'à 10 boîtiers. 10 boîtiers qui fonctionneront ensemble. On pourra déclencher par exemple avec un boîtier maître qui pourra déclencher les 10 boîtiers en même temps de façon synchrone. Et toutes ces images-là en même temps iront instantanément dans un serveur FTP. Particulièrement pratique pour les Jeux Olympiques ou pour d'autres événements. Mais c'est vrai que là-dessus, n'ayez pas peur parce qu'il y a plusieurs niveaux d'application. Le niveau 1, c'est tout simplement un appareil photo, un smartphone, un partage de connexion. Et depuis votre téléphone, vous avez accès en réseau. Et c'est là où c'est bien vu par rapport à d'autres logiciels. On va plutôt accéder en Bluetooth. On va accéder directement en Wi-Fi sur à tous les paramètres de notre appareil photo. Et c'est vrai que là, pour la petite configuration que je vous montrais, je suis sur iPad parce que l'intérêt de l'iPad, c'est que je passe en régie vidéo. Et en effet, je gère les 3 appareils photo. Et comment on a travaillé là-dessus? Tout simplement, on a connecté les appareils photo sur la box de notre siège, l'iPad pareil. Et une fois que l'ensemble des appareils photo de mes 3 appareils était donc sur le même réseau et que l'iPad s'est connecté, il suffit tout simplement de les régler depuis l'iPad et puis de déclencher la capture avec le petit bouton REC. On retrouve l'ensemble des fonctions de l'appareil photo, y compris au niveau des autofocus, donc de l'intelligence de l'autofocus qui va pouvoir reconnaître les sujets qu'on règle sur les animaux, les humains, les véhicules, etc. Alors que souvent sur ce type de solution-là, on a une mise au point manuelle. Là, avec NXField et avec cet iPad, on a vraiment accès à quasiment l'ensemble des menus du boîtier en direct. Alors NXField, on l'a pas mal utilisé sur les JO parce que c'était l'application qui permettait de piloter à distance les appareils photo. Et c'est vrai que depuis les JO, on a vu arriver une optique qui est le 28-135 Jura 4 et qui est un zoom motorisé. Ça paraissait donc logique, puisque c'est fait pour être piloté à distance, de pouvoir également piloter le zoom de cette optique-là. C'est une fonction qui s'est rajoutée. Et puis parmi les dernières fonctions également de productivité, il en reste 2. Il y en a une qui permet de faire directement des mémos vocaux avec un micro externe. Donc c'est une sorte de petit bloc-notes qui se rajoute à l'image. Donc ça, très intéressant pour des interviews par exemple. Et puis la dernière fonction, elle est propre au Flash Pro Photo et notamment les A10. Les A10. C'est cette capacité qui va servir en fait de lumière pour l'assistance AF. Donc c'est une lumière qu'on avait déjà, une petite lumière verte qu'on a déjà sur le boîtier qui existe, mais qui est quand même limitée, alors qu'avec ce Profoto A10, on a un flash qui est plus puissant, qui va éclairer l'ensemble de la scène et qui va améliorer encore plus l'autofocus. Et qui en plus s'ajuste automatiquement pour pas éblouir ou cramer la photo. C'est une belle transition l'autofocus, puisqu'après toutes ces fonctions de productivité, on va voir un petit peu toutes les fonctions qui touchent à l'autofocus. Il y en a une assez drôle, un limiteur de mise au point intégré. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, limiteur de mise au point intégré, là c'est nouveau sur le Z8. C'est pour l'instant le seul boîtier de la gamme qui aura ce limiteur. Et ça va permettre de définir une plage pour l'autofocus. Une plage de travail. Une plage de travail, donc on peut lui dire entre 3 mètres et 6 mètres, il ne fera la mise au point qu'entre 3 mètres et 6 mètres. Les applications, elles sont diverses, notamment en sport, on pourra se limiter par exemple à ne prendre en considération dans la plage focale que le terrain. Donc un terrain de basket, vous lui dites, je veux que tu commences la mise au point au minimum au centre du terrain, au début du terrain, exactement. Comme on veut, au début du terrain ou au centre, et je ne veux que tu te limites à la fin. Ce qui va se passer quand on règle justement le boîtier pour qu'il y ait la reconnaissance des visages, si votre sujet, votre basketteur sort du cadre, eh bien, en général, le boîtier, il cherche absolument un visage le plus proche et il va aller prendre un visage dans le public. Donc, c'est compliqué ensuite de le faire raccrocher au visage du basketteur. Là, vous saurez que de toute façon, vous vous limitez uniquement au terrain. Donc, au pire, il ira peut-être chercher un autre joueur qui sera par là, mais vous restez dans votre thème et ce sera beaucoup plus simple pour vous de revenir sur le sujet.
Ça, c'est un exemple parmi... Oui, parce qu'un animalier également, ça permet sur un affût d'encadrer un petit peu l'espèce que l'on surveille. Ouais. Et puis comme toutes les fonctions, il y a la fonction de base et puis il y a la façon de détourner. Mais si on est capable de lire la distance et de la paramétrer, ça veut dire qu'à tout moment, on peut savoir où se trouve notre sujet, puisqu'il va indiquer la distance de notre sujet. Alors parmi les autres nouveautés qui arrivent, c'est également une capture d'image haute vitesse C15. Donc là, on est plutôt dans cette logique de pré-capture JPEG. On était amené à faire beaucoup d'images. On commençait à 30 images, je crois. Là, on commençait en 730. Donc quand on était en JPEG, si on voulait aller au-delà sur le Nikon Z8, la cadence maximale en RAW est de 20 images par seconde. Et ensuite, on passe au menu C30, C60, C120, jusqu'à 120 images par seconde. Sauf que parfois, on a besoin d'avoir de la précapture. Avec moins d'images. Oui. Sauf que parfois, on a besoin d'avoir moins d'images, on ne veut pas surcharger sa carte, mais on veut quand même profiter du pré-capture Nikon, et là on pourra donc avoir ces 15 images par seconde et l'option pré-capture, jusqu'à 1 seconde avant le déclenchement. Également une fonction qui a été demandée sur le terrain, donc là je pense à l'un d'entre vous que j'ai croisé dans un salon à l'FPPAMI, c'est cette capacité de travailler à pleine ouverture en autofocus. Ouais. Le terme exact, c'est maximum aperture la view. Ouais, c'est tout simplement l'ouverture, le travail de l'autofocus à pleine ouverture. Dans cette fonction, je pense que tous les possesseurs de réflexes qui étaient un petit peu réfractaires et qui aimaient bien viser et faire le point à pleine ouverture seront satisfaits. Je passe plutôt les dernières qui sont plutôt sur du confort de travail, donc là elles n'ont pas besoin de grandes explications, mais il y en a une qui va nous permettre d'avoir un déplacement du collimateur plus rapide, une autre qui va nous permettre d'avoir de la détection de sujets visibles à l'écran alors qu'on travaille à mise au point manuelle. Il y en a une très sympa également quand on fait de la surveillance, quand on fait de l'affût, c'est cette capacité de zoomer jusqu'à 400% sur notre image pour voir notre sujet et déclencher au bon moment. Et puis enfin également, toujours dans le confort d'utilisation, sur les modes C1 et C2 qui définissent les plages de l'autofocus, il y a moyen également d'avoir davantage de paramétrage sur la surface d'acquisition. Et de mémoire, on passe jusqu'à... Alors on passe sur ce paramètre-là à... on avait 20 motifs avant la mise à jour, on passe à 135, donc 135 possibilités de personnaliser la zone de mise au point en photo, et en vidéo on passe de 12 à 120. Donc là un petit peu toutes les différentes fonctions qui touchaient à l'autofocus. On a dit qu'on en avait d'autres qui touchaient au traitement du signal. Il y en a deux, l'ISO mode B et la réduction du scintillement haute fréquence. Ouais, l'ISO mode B, c'était vraiment une exclusivité qu'avait le Z9, c'est-à-dire qu'on peut changer ces algorithmes en fait de réduction du bruit avec deux modes. Donc on a le type A, qui est le conventionnel. Qui est le mode classique, qui est celui qui était sur la mise à jour 2. Et le type B, qui pour le coup va améliorer la gestion du bruit. Donc on aura plus de couleurs, on aura plus de richesse, même avec un haut niveau de bruit. Et ça va vraiment sur des boîtiers qui sont aussi définis, 45 millions de pixels, c'est des boîtiers qui ont... C'est énormément de pixels, donc forcément le compromis c'est aussi d'avoir une gestion du bruit ISO qui est plus compliquée que si on a des plus gros pixels et moins nombreux. Là on a vraiment optimisé cet algorithme, on a vraiment optimisé ce circuit qui sort du conventionnel et qui sort du type A pour garder vraiment une superbe qualité d'image. Et notamment dans les hautes sensibilités, c'est là où il se révèle très efficace. Ouais. Et puis le deuxième qui est réduction du scintillement haute fréquence, là on pense à toutes les lampes LED, scintillent, etc. Où jusqu'à présent c'était de façon globale, et là si on va voir dans l'intégralité du menu, on a différents types de lampes qui sont mémorisées pour pouvoir avoir des gestions ensuite d'obturation en phase avec la fréquence de la lumière. Qui sont réglés vraiment de façon très précise. Donc c'est sur la plupart des réglages LED, on va avoir déjà ces presets, ces pré-réglages. C'était une exclusivité du Z9 qui arrive maintenant sur le Z8. Et une fois qu'on a déjà paramétré un pré-réglage où il ne reste plus qu'un petit peu de scintillement, ce flickering, et bien avec la molette, petit à petit, on arrivera à réduire, à anéantir complètement ce flickering en allant vraiment sur des vitesses comme 1 1733e de seconde, des choses comme ça. Donc c'est extrêmement précis, extrêmement fin, et ça permet en fait de répondre à plein de possibilités quand on a des lumières LED qui sont des fois un peu complexes et que les types d'obturation classiques ne parviennent pas à éliminer. Donc productivité, on est bon. Capture d'image, mise au point, etc., on est bon. Traitement du signal, on est bon. Il y a également pas mal d'évolutions en matière d'editing et de partage d'images. Donc dans l'editing,
Bon, il y en a des simples, on ne va pas les développer, c'est cette capacité de trier par date. Par contre, il y en a deux qui nécessitent une petite explication. La première qui est le Jump to Source Image Editing. Ouais, alors ça c'est parce qu'on peut aussi, quand on prend une photo avec le boîtier, modifier directement la photo depuis le boîtier. Sauf que quand on a beaucoup d'images, on a fait ces modifications sur beaucoup d'images, revenir sur l'original pour juste vérifier, constater, c'est compliqué parce qu'il faut aller se taper toutes les images intermédiaires. Or là, avec ce jump direct à l'image originale, eh bien, vous avez votre image modifiée. Même s'il y a 150 images derrière, eh bien, en un clou de molette, grâce à cette option, vous allez revenir à votre image originale. Et vous pourrez comparer quasi côte à côte, en fait, sans... Non, vous allez alterner, voilà, vous allez tout simplement alterner avec la touche F1 que vous aurez programmée là-dessus. Et puis la deuxième également, qui était magique sur le Z9, qui était la conversion vers de l'HEIF. Ouais. Ce mode de conversion HEIF correspond à l'export en FTP. Donc lorsque vous allez exporter vos images, que ce soit en RAW ou en JPEG, vers un FTP, eh bien là, vous aurez la possibilité de les convertir en HEIF. Et l'intérêt de l'HEIF, c'est que c'est une compression très importante sans perte, et c'est une volonté d'avoir énormément de productivité là encore, et de faire en sorte de pouvoir transmettre alors que la bande passante est faible, parce que vous êtes dans un lieu qui est saturé, ou vous êtes dans un lieu qui est plutôt zone pas totalement blanche, mais pas loin. Pas loin, la volonté, c'est de transmettre le premier méga qui est relativement important, donc une image en HEIF qui fait un méga. Et la seule contrainte, c'est que votre serveur FTP, quand il recevra les images HEIF, il faudra qu'il les reconvertisse directement en JPEG pour ensuite continuer sur les flux classiques. Et c'est vrai que pour tous les photographes de presse qui étaient amenés à transmettre régulièrement, cette fonction elle est précieuse. Aujourd'hui, ils la retrouvent sur le Z8, ça veut dire qu'ils pourront travailler en binôme avec un Z9 et un Z8 exactement de la même manière. Donc là, on est clair à peu près sur l'editing et le partage. On a encore 6 fonctions vidéo à développer. La première qui est l'obturation en angle. Cette fonction-là, on l'a vu arriver sur le Z9. Donc on l'a vu arriver sur le Z9 et cette fonction elle est très importante pour les vidéastes puisqu'elle va permettre de régler non plus une vitesse d'obturation mais un angle d'obturation. Si vous mettez un angle par exemple à 180 degrés, le gros avantage c'est que quand vous allez changer votre cadence de prise de vue en vidéo, vous passez de 25 images par seconde à 50 images par seconde, vous n'aurez pas à revenir sur cette cadence, sur la vitesse pardon, et de régler plutôt que d'être au 50e de seconde, de régler au centième de seconde par exemple. Il le fait automatiquement. Et ça, c'est une chose qu'on oublie souvent. Quand on fait de la vidéo, on va changer sa cadence et mince, on a obligé de changer la vitesse d'obturation. Et là, votre flou de mouvement, il va changer. C'est vraiment disgracieux lors d'une vidéo. Là, vous n'aurez plus du tout à faire ce réglage-là. Vous changez votre cadence de prise de vue, vous passez de 24 images par seconde à 50 images par seconde, eh bien, vous allez avoir automatiquement votre vitesse qui va s'adapter pour garder votre flou de mouvement. Précieux. Également, on a une petite évolution sur le zoom haute résolution, parce qu'on sait qu'on a des capteurs qui fonctionnent en 8K. C'est donc très facile de zoomer dans le capteur pour extraire une 4K. C'est un zoom qui ne permettait pas de revenir sur l'autofocus. Et la petite nouveauté. Et là, on va pouvoir le faire avec cette nouvelle mise à jour. Vous allez pouvoir afficher les sujets directement. Il nous détecte les sujets dans le boîtier, même lorsque vous êtes en zoom haute résolution. Et fonction qui se rajoute également, c'est qu'on a le zoom haute résolution, qui est cette capacité de zoomer de façon numérique dans le capteur, mais on a également la possibilité d'avoir un zoom directement sur l'optique, et on a une fonction qui permet également de faire en sorte de travailler les deux ensemble. Et ça, c'est très précieux parce que vous êtes avec votre 28-135 par exemple, vous arrivez jusqu'à 135, mais vous allez pouvoir ensuite continuer à zoomer dans votre image jusqu'à x2 quasiment, qui correspond à la définition. Si on a vu arriver également un zoom autorisé, on se doute qu'il y a une mise à jour qui est arrivée pour piloter ce zoom-là, donc vous pourrez le piloter de façon beaucoup plus fine également avec des nouvelles fonctions. Pour tous ceux qui montent également, il y a des champs de métadonnées supplémentaires pour tous ceux qui sont menés à monter du ProRes RAW, exactement, ouais, directement. Et puis il y a une fonction qui est également attendue par énormément de vidéastes, tous ceux qui travaillent notamment en log et qui avaient besoin d'un aperçu des images. View Assist. Ouais.
le View Assist, qui est une fonction que l'on active et qui nous propose un pré-rendu. Et ce pré-rendu, il porte un petit peu à discussion, si je puis dire. Il a été amélioré, grandement amélioré, et là, on a vraiment un rendu qui est au top. C'est surtout le rendu d'une courbe technique de chez RED, tout simplement. C'est la lutte technique de chez RED qui s'affiche directement sur votre View Assist pour vous aider à correctement exposer quand vous travaillez en log. Donc oui, c'est une mise à jour qui est très très riche, énormément de fonctions, qui touche à la fois en matière de productivité, en matière de fonction vidéo, en matière de traitement du signal, en matière de qualité de points. On sait que toutes ne seront pas indispensables dans votre flux de production. Par contre, certaines seront indispensables pour les animaliers, d'autres seront plutôt indispensables pour de la reproduction, d'autres pour du studio. Et c'est ce que l'on aime en fait dans ce boîtier parce que tout simplement, c'est un boîtier qui est hyper polyvalent, qui est là pour plein de professions différentes et il continue à évoluer. C'est bien dit, et comme le disait Roland, la polyvalence, elle va aussi dans le firmware. On a un Z8 qui est tout neuf avec cette mise à jour 3.0. On attend que vous fassiez des tests vous-même, que vous nous apportiez un petit peu du contenu pour voir de quoi est capable maintenant ce boîtier avec ces toutes nouvelles mises à jour. Merci Cham. Merci Roland.